Bonjour à toutes et à tous, les personnes qui ont réussi à être présentes aujourd'hui. Merci à Raphaël chez Cenomi France qui va essentiellement, c'est lui qui va prendre la parole en raison de son expertise, notamment sur les dispositifs de CAA, mais également sur les dispositifs médicaux. Ça a du sens, on va le voir pourquoi. Pour l'organisation, vous ne pouvez pas intervenir pendant le déroulé parce que sinon, vu le temps limité, ce serait trop compliqué. Donc, je vous propose de bien, comment dire, noter vos questions, les réserver pour la fin de la présentation. Donc, je vais vous montrer le plan. Si je réussis à lancer sur voilà, le plan. Et tout à la fin du plan, on a un déroulé qui dure 40 minutes, dont 10 minutes consacrées aux questions à la fin. Donc, pour faire respecter, on a un maître des horloges qui est Adam, qui est au back-office, qui techniquement a en main la solution Zoom, qui vous permettra de communiquer avec Raphaël et moi-même à l'issue de la présentation. Ça vous va? Ok, vous êtes déjà mute. Bon, donc allons-y. Encore une fois, merci Raphaël d'être là. Et merci Adam pour toute la logistique. Ouais. Donc, il s'agit de parler de dispositifs de CA dans un établissement, donc du coup différent de pour une personne, une personne individuellement. Donc, nous vous proposons le plan suivant, le projet d'équipement en CA. Bon, en fait, ce que doit savoir comment dire, un chef d'établissement ou un chef de projet en CA. Donc, il doit répondre à une demande qui vient de l'équipe. Également, c'est quoi un outil de CA? Un outil de CA, mais dans un établissement, pas qui va couvrir plusieurs personnes et pas un outil de CA qui couvre simplement les besoins d'une seule personne. Puis on va parler aussi, puisqu'il s'agit des chefs de projet, des chefs d'établissement, de la conformité et la responsabilité. C'est un couple très important. Et c'est-à-dire comment équiper une institution, un établissement, l'esprit tranquille. Et puis, surtout, un air de la guerre, finalement, comment on finance tout ça une fois qu'on a exprimé le besoin. Voilà. Donc, comment on finance tout ça, les pistes, et puis surtout, on verra avec Raphaël qui a beaucoup d'expertise sur le sujet, finalement, de bien voir la différence entre la logique budgétaire, qui, à mon avis, prévaut, versus la logique de coût qui s'impose souvent dans les esprits à tort. Et puis, on verra que ce qu'on dit, ça a eu du succès, puisqu'il y a des projets qui ont réussi. Donc, allons-y. Alors, s'agissant d'un chef d'établissement, il a plusieurs choses donc, en face de lui. Donc, je vais laisser Raphaël en parler, mais il y a ces éléments qui pointent et finalement, il y a une équipe pluridisciplinaire qui doit s'exprimer. Oui, effectivement. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci à nouveau Cyril et à Adam pour ce webinaire. Donc, moi, je vais intervenir sur un peu la double expertise, une expérience de 13 années en CA et en déploiement des solutions dites assistives technologies, aussi bien chez l'individu qu'en structure. Et puis aussi sur la partie dispositif médical, parce que en fait, je suis issu d'une formation d'ingénieur biomédical. Et la partie DM, que j'utilise souvent à tort, DM pour dispositifs médicaux, est quelque chose que je connais un peu sur le plan réglementaire. Alors, comme tu le soulignais, Cyril, la première chose, avant de parler de technologie, c'est l'expression des besoins. Et l'expression des besoins par une équipe, ça sous-entend déjà d'établir un projet. Et ce n'est pas uniquement écouter la voix de l'ergo ou de l'orthophoniste. Très souvent, on a des gens qui sont à l'initiative, et tant mieux. Mais les besoins de l'ergo vont être différents des besoins de l'ortho, qui vont être différents des besoins de l'auxiliaire de vie, et j'en passe. Donc, bien évidemment, il y a toute cette liste à prendre en compte et puis à bien identifier les besoins d'aujourd'hui, mais aussi les besoins de demain. Parce que quand on investit, certes, dans le matériel, mais surtout quand on investit du temps et des ressources humaines dans un projet, il faut planifier les choses parce que pour le chef d'établissement, c'est une partie importante, ça fait partie de l'organisation des ressources humaines pour arriver à des fins et à des objectifs définis dans un projet. Alors, il y a un contexte là on a tous été, j'espère que personne n'a été trop touché en famille ou dans les proches, mais il y a le contexte du Covid-19 et ça nous rappelle que finalement, un établissement médico-social, il reçoit du public et puis également,
ouais, il faut faire attention à certaines choses, comme certains germes qui peuvent s'introduire dans les établissements. Effectivement, l'établissement médico-social, c'est pas la maison, c'est pas chez la nourrice, c'est pas le centre de vacances. Et encore, les centres de vacances peuvent être considérés comme, quand ils sont publics, établissements recevant du public. Mais il y a des règles, ces règles, elles sont là justement pour légiférer en cas de problème. Demain, ça peut être un virus, demain, ça peut être un incendie, demain, ça peut être quelqu'un qui il y a un accident au sein de l'établissement. Et donc, ces règles, elles sont suivies par les chefs d'établissement qui déploient et qui veillent à ce que les règles soient bien respectées. Et bien évidemment, dans tout ça, y a pas de quand il n'y a pas de problème, on n'en entend pas parler. Mais demain, un chef d'établissement, il est confronté à l'arrêt d'un appareil, par exemple, qui aurait dû signaler, je ne sais pas, un problème de saturation chez un patient. Voilà, l'appareil était défaillant. Qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers qui? L'arrêt, peut-être l'incendie qui s'est déclenché dans une pièce. Je peux en parler parce que ça arrivait historiquement à l'époque de Protéor et d'électronique où il y avait eu un fauteuil roulant qui avait pris feu à cause d'un équipement. Voilà, donc on recherche les responsables sur le sujet. Et donc, du coup, quand on est dans un établissement médico-social, le chef d'établissement est garant et est même responsable de tout ça. Donc, il va falloir qu'il soit rassuré. Et donc, pour être rassuré, il va falloir mettre les équipements adéquats en place. Donc, le Covid, la période Covid, en tout cas, là, nous a montré d'ailleurs cette tension qu'il y avait au sein des responsables d'établissement parce qu'ils avaient la responsabilité des résidents, des patients, du personnel, des visiteurs à partir du moment où ils mettaient les pieds dans l'établissement. Ouais. Donc en clair, je choisis un appareil qui ne satisfait pas à certaines conformités. Finalement, je mets en jeu ma responsabilité légale. Exactement, oui. On a aujourd'hui en France et en Europe, pour les appareils électroniques, on a ce qu'on appelle le marquage CE. Ça, c'est le standard, hein, même chez soi. Notre grille-pain, etc., doit être marqué CE, sans quoi votre responsabilité, même chez vous, demain, s'il y a un incendie à cause d'un grille-pain qui n'a pas de marquage CE, c'est vous qui avez pris le risque. Et pour les chefs d'établissement, ça va un peu plus loin du marquage CE parce que en cas de litige avec un assureur lors d'un accident, etc., on va lui poser la question s'il y a eu un incident avec un dispositif. Ah oui, c'était un dispositif grand public, il y avait le marquage CE, pourquoi pas? Par contre, pourquoi pour tel ou tel outil, vous n'avez pas pris un dispositif médical? Voilà, dispositif médical, c'est encore une réglementation, on va dire, supérieure, plus exigeante. Et le directeur d'établissement, le responsable d'une structure peut être remis en question lors d'un incident si toutefois il n'avait pas fait le choix de cette classe de matériel pour son site. Donc, ouais, je résume. En clair, il y a effectivement l'expression des besoins par une équipe pluridisciplinaire. Hein, ça va être l'ergothérapeute, l'orthophoniste, le psychomotricien, les éducateurs spécialisés. Il y a une demande pour une institution. On pourrait prendre l'exemple d'une institution des polyhandicaps. Et effectivement, il y a un moment donné, il faut que ce produit-là, il puisse être compatible avec un établissement qui reçoit du public et qui puisse être tout simplement nettoyé et qu'il ait un marquage qui lui permette de ne pas engager la responsabilité légale du chef d'établissement. Et puis surtout, qu'il y ait une pérennité dans l'utilisation du produit, une formation régulière finalement du personnel qui peut bouger. Hein. Il y a une rotation intérieure des établissements. C'est bien ça. Alors, du coup, ça nous amène à, finalement, c'est quoi un dispositif de CAA? Alors, on en a parlé il y a quelques jours, Raphaël, c'était plus un spécialiste, mais concrètement, c'est un dispositif qui va permettre à une personne qui est privée de moyens de communication, finalement, de compenser cette difficulté. Ça, c'est au sens large, et pouvoir le faire dans toutes les situations. Alors ça, c'est au plan individuel. Mais dans un établissement, il va falloir compenser ça d'une façon beaucoup plus large. Il faut que l'appareil soit transversal, c'est-à-dire qu'il puisse être utilisé par un plus large public avec différents modes d'accès. Alors, dans un plus large public, d'abord par les utilisateurs. Évidemment, ça peut être un utilisateur, quelqu'un qui a une paralysie cérébrale, mais qui pourrait par exemple tout simplement utiliser le dispositif parce qu'il est tactile, mais également parce qu'il va fonctionner qu'une commande oculaire. Donc, il va falloir qu'il puisse couvrir un plus large public qu'une seule personne
et puis qu'il puisse aussi être utilisable et accompagné par les accompagnants, les aidants, les praticiens. Donc, c'est un appareil qui rassemble un certain nombre de qualités. Et puis, on l'a vu, là, tu le mentionnais, évidemment, il faut qu'il il rentre dans les fourches codines de l'hygiène et de la sécurité, qui est une durée de garantie, dans l'idéal, qui excède même celle qui est prévue par les règles européennes. Et puis, bien évidemment, une conformité à la certification des dispositifs médicaux. Tout simplement, pourquoi? Pour avoir l'esprit tranquille. Mais pour le coup, finalement, c'est quoi comment dire, un dispositif médical, Raphaël? Et puis, et finalement, quel est l'impact sur la responsabilité du chef d'établissement? Oui, effectivement, comme je le citais en introduction, ces normes-là, elles vont servir à plusieurs choses. Elles ne sont pas là pour mettre de la contrainte quand il n'y a pas lieu d'avoir de contrainte. Mais tu le citais, un dispositif de CA en collectivité, en institution, il doit être transversal pour les utilisateurs. Ça, on l'entend tous, parce qu'à un moment donné, on va se dire, ah oui, mais moi, mon utilisateur, celui-là, il est en fauteuil, celui-là, il est au lit, celui-là, il est installé de telle manière, celui-là, il a besoin d'un bouton poussoir, celui-là, il a besoin d'une commande oculaire. On a tous ce raisonnement qui nous vient à l'esprit dans un premier temps. Mais la transversalité, c'est aussi pouvoir être ergonomique vis-à-vis des aidants. Comme je dis toujours, moi, il y a des solutions que je proposerais à des familles parce que le papa, la maman ou le frère ou l'aidant qui est là en permanence est technophile, il est à l'aise, il comprend, c'est facile. Donc, pour quelqu'un qui va accompagner correctement son proche. En revanche, quand on est dans une structure, l'appareil, l'ergonomie, c'est quoi? Qu'il soit facilement utilisable, à mettre en charge. Par exemple, il faut que le connecteur de charge soit facile. Il faut qu'il soit facilement positionnable. S'il faut toucher 10 ou 12 molettes, être précis au millimètre, on sait très bien que l'ergo va le faire, mais derrière, l'auxiliaire de vie ne sera pas capable de le faire. Donc, du coup, ça va rendre l'usage caduque. Et tout ça, en fait, ce sont des petits détails où on parle de l'ergonomie de l'appareil. Et très souvent, comme on peut le constater, mais parce que c'est la spécificité de ces produits, c'est ce qu'on appelle un appareil dédié, et la raison pour laquelle des fabricants comme vous, Tobii Dynavox, mais même d'autres, à partir du moment où vous concevez un dispositif médical qui répond à des besoins fonctionnels, du coup, il va respecter cette transversalité de l'utilisateur, cette transversalité des aidants, de l'usage, et très souvent, ces dispositifs sont donc conformes. Et donc, ils vont répondre à des standards de dispositifs médicaux. Et ça, en fait, c'est défini par le Code de la santé publique. Et c'est tout instrument ou appareil ou produit destiné à être utilisé d'ailleurs chez l'homme à des fins médicales. Donc, comme là, communiquer dans une institution, voilà, on considère ça comme des fins médicales. Mais l'action principale n'est pas pharmacologique. C'est pour ça qu'on appelle ça un dispositif médical. Oui. Leur mise sur le marché, c'est important de le savoir parce que cette contrainte-là et cette garantie-là, elle est réglementée et conditionnée par l'obtention d'un marquage. Donc là, il y a un article, il y a une loi pour ça. Donc derrière ça, il y a des dispositifs médicaux qui sont dans différentes classes, classe 1, classe 2A, classe 2B, classe 3. La classe 3, c'est la plus élevée. Par exemple, c'est tout ce qui est implant, voilà, parce qu'on est en sous-cutané, on est en intra. Et puis, en revanche, les dispositifs médicaux de communication sont, eux, de la première classe. Donc, mais doivent se soumettre à ces standards et à ces contrôles. D'ailleurs, derrière tout ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a une surveillance d'un dispositif médical. Une fois sur le marché, le dispositif médical reste sous la responsabilité du fabricant qui le commercialise. Et ce fabricant, comme Tobii Dynavox, il a des obligations régulières, de la traçabilité, de faire remonter ce qu'on appelle des incidents. Il est donc audité, ce fabricant. Et derrière tout ça, c'est ce qu'on appelle la matériaux-vigilance. Et derrière, il y a de la réactovigilance pour adapter l'appareil, pour pas qu'il y ait d'incidents, moins d'incidents. Donc, voilà, c'est contrôlé. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, ça engage une responsabilité des directeurs de structure, parce que la responsabilité de tout événement qui se produirait, en tout cas événement mineur ou majeur dans la structure, c'est sous la responsabilité du directeur ou du responsable d'établissement. Et demain, qu'est-ce qui peut se passer lors d'un incident?
c'est que un avocat ou un juge peut demander au directeur d'établissement, voilà, Monsieur Dupont, il s'est passé tel ou tel incident dans votre structure, service de réanimation par exemple, parce qu'on a eu des cas d'appareils en réanimation. Pourquoi vous avez choisi telle solution? Il n'existait pas des dispositifs médicaux contrôlés et normés pour éviter ce genre d'incident. Et donc, du coup, c'est la raison pour laquelle ces dispositifs sont là pour partir l'esprit tranquille au niveau de la responsabilité du chef d'établissement. Ouais, concrètement, moi, je vois par exemple, justement, dans le contexte du Covid, la différence entre un dispositif médical, notamment un des produits de Tommy Lavox, c'est de pouvoir le laver abondamment avec un produit à base d'alcool modifié à 70%. Le faire abondamment, ça veut dire carrément même l'arroser, si on le souhaite, si on passe d'un patient à l'autre. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui est souhaitable. Un dispositif médical, on peut le faire sur un autre produit, mais on a la certitude de le faire avec un dispositif médical parce que finalement, il n'y a pas d'aspérité. Il passe des tests où il est dans un caisson, où il est arrosé, qui ressemble à un micro-ondes, puis il est arrosé pendant des jours avec des fluides. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aspérité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance qu'un germe ou un virus puisse traîner sur cet appareil quand on passe d'un patient à l'autre. Il faut savoir que c'est important parce que, encore une fois, dans ce contexte, eh bien, une lingette ne suffit pas parce qu'une lingette, elle désinfecte principalement d'abord les bactéries et en une demi-heure, elle va tuer les virus, alors qu'un virus, vous le tuez avec de l'alcool modifié immédiatement parce que sa membrane, elle le tue immédiatement. Et donc, c'est ce qu'autorise un dispositif médical. Et pour le coup, effectivement, dans l'exemple que tu donnais, un chef d'établissement, finalement, se retrouve avec un décès du Covid-19 alors qu'il y a le passage d'un produit à l'autre. Je ne pense pas que ça puisse arriver, mais le chef d'établissement est inquiétable. Voilà. Et si j'étais avocat, je m'engouffre dedans. Donc, effectivement, le chef d'établissement, il y a une solution, on va dire, tranquille d'esprit quand il prend un dispositif médical. Et je précise ce que tu dis, effectivement, il y a le transfert de responsabilité. C'est-à-dire que c'est le fabricant qui est responsable s'il se passe quelque chose. Voilà. Je rebondis, Cyril, sur le sujet parce que vous, en tant que fabricant, vous nous avez donné les consignes pendant le Covid et donc du coup, ça a été votre rôle en tant que fabricant de matériel, donner les consignes aux distributeurs de vos solutions. Donc nous, on les a appliquées et comme tu l'indiquais, sur la période Covid, la désinfection d'un appareil, d'un DM, un dispositif médical, pouvait être complète. Nous, on ne distribue pas que des DM parce que le marché nous demande aussi des tablettes plus ou moins standards comme des iPads ou d'autres tablettes Microsoft Surface. On a exigé des protocoles de la part de Microsoft et d'Apple sur le sujet et les protocoles étaient bien plus légers en termes de désinfection et de nettoyage. Donc, ça a encore permis de mesurer la différence entre un DM et un dispositif grand public. D'accord. Donc, nous arrivons au volet financé, parce qu'effectivement, juste avant de te laisser la parole, Raphaël, effectivement, ne serait-ce que dans nos produits, souvent on nous en parle, les ergothérapeutes nous en parlent, les praticiens, les orthoptistes. Ah bah oui, ben, e-série, il est cher, etc. Faire certifier un produit, ça coûte une blinde. Ça coûte très cher à un industriel de faire ça. Ça signifie faire des aménagements sur le produit qui sont vraiment très spécifiques. Et en réalité, après, se poser la question, en fait, voilà, l'équipe on revient à ce que je disais tout à l'heure, a formulé ses besoins. Elle souhaite équiper l'établissement de dispositifs de CRA. Et effectivement, ce n'est pas le même coût. Comment on finance ça? Comment on s'en sort en tant que chef d'établissement? Comment je réussis à financer ça et apporter ça à mes équipes, Raphaël? Alors, c'est vrai que quand on arrive sur la partie économique et du coup investissement, on a le droit de s'interroger, mais pourquoi je dois payer plus cher un dispositif médical versus un dispositif grand public? Alors, au-delà de la performance intrinsèque du produit qu'on a déjà cité, il y a l'aspect transversalité, ergonomie. On le voit bien, nous, dans nos déploiements depuis plusieurs décennies. Les DM, quand ils sont mis en place, même si je n'avais pas envie de le citer, mais typiquement un e-série, on le voit bien à l'usage, le faible taux de retour qu'on a sur
sur des problèmes techniques, le faible taux de retour qu'on a sur des casses, etc. Donc ça, c'est déjà une première garantie. C'est donc plus cher, fondamentalement. Par contre, les investissements sur un DM, encore une fois, je vais citer l'exemple d'un e-série. Un e-série, aujourd'hui, nativement, il vient avec une garantie casse incluse 3 ans. Et même très souvent, dans les services, on nous demande de proposer cette garantie casse incluse en 5 ans. Ça veut dire que ce dispositif, déjà, il va être mis en termes comptables sur un amortissement de 5 ans. À l'inverse, investir dans un iPad, une Microsoft Surface ou autre outil, un PC tout en un, on a des garanties européennes de 2 ans et du coup, l'amortissement comptable, il va être beaucoup plus court. Donc, des fois, et donc dans certains cas, finalement, le coût annuel n'est pas si différent, en tout cas. Il y en a un qui est divisé par 2, l'autre par 5. Donc, ça, c'est la première chose. Et derrière, effectivement, on parle de logique budgétaire. Aujourd'hui, il faut savoir qu'un chef d'établissement, il va avoir plusieurs moyens de financer des projets. Il y a son budget dit de fonctionnement. Très souvent, c'est ce que connaît l'ergothérapeute ou un thérapeute. Parce qu'on lui dit, pour ton service, tu as le droit à dépenser 2 000 ou 3 000 euros d'achat de matériel à l'année quand on est dans le public. Et c'est vrai qu'avec un budget de fonctionnement, on peut pas s'investir sur des gros projets. En revanche, dans la logique budgétaire, la logique de projet, le chef d'établissement peut faire appel à des budgets qui sont proposés notamment par l'Agence régionale de santé. Donc là, il y a des ARS pour chaque grande région. Et au sein de ces ARS, il y a encore plusieurs modèles de financement. Il y a les appels à projets proposés par l'ARS. Il y a aussi ce qu'on appelle les CNR, les crédits non reconductibles. Et puis, il y a même des appels à projets au niveau ministériel. Alors, c'est quoi ces crédits non reconductibles? Pardon? Alors, c'est quoi ça exactement, ces crédits non reconductibles, Raphaël? Ça porte bien son nom parce que ça veut dire que c'est ce qu'on pourrait appeler du one-shot pour des besoins particuliers. Donc, du coup, on peut faire appel à ces CNR. En fait, ça veut dire que ça vient en aide pour un établissement ou un groupe de structures pour investir sur un projet, mais que ça ne vient pas en aide dans le fonctionnement interne. Le point qui est important, très souvent, un chef d'établissement, quand il va devoir défendre un projet et dire voilà, je voudrais investir dans la CA, moi j'ai 5 unités là, à déployer, j'ai de la formation, de l'accompagnement. Bref, pour 5 ans, à déployer ce projet, c'est un budget à 80 ou 100 000 euros. Bien évidemment, il va falloir qu'ils défendent tout ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a jamais autant entendu parler de CA et de communication alternative au niveau du ministère. Donc, il y a de nombreux appels à projets qui favorisent le déploiement d'outils de CA, d'accès au numérique pour tous, parce qu'on est là pour respecter un droit fondamental qui est celui de communiquer, et le ministère l'a bien compris. Donc, on reverra par la suite, mais on a eu quelques exemples récemment sur le sujet. Tu veux en parler maintenant, ces exemples-là ou Je ne sais pas, comme tu veux. C'est sur la notion de logique budgétaire. Ouais. Vas-y, je ne veux pas te pousser là-dessus. Tu voulais dire quelque chose de plus sur la logique budgétaire, c'est-à-dire versus logique de coût? Non, mais tout simplement un chef d'établissement, à partir du moment qu'il s'engage sur un projet, il va falloir qu'il y passe du temps, certes, parce qu'il va faire une demande de financement auprès de l'ARS ou même auprès de fondations. Ça peut être, on a vu des chefs d'établissement demander de proposer des projets parce qu'il y a de nombreux appels à projets aussi sur les fondations d'entreprise. Et à partir du moment où il rédige son projet, il a une logique fonctionnelle, une logique d'objectif. Et donc, du coup, ça vient avec une logique budgétaire. Il ne pourrait pas se permettre d'utiliser un budget de fonctionnement pour mettre en place de tels projets. Ouais, voilà. Ça signifie qu'il ne faut pas focaliser sur le coût, mais tout simplement sur le projet. Exactement. On va citer quelques exemples parce que, bien évidemment, ça, c'est la partie théorique et tout le monde dit, oui, mais c'est très bien, mais ça se passe comment? Et je vois que tu as mis une belle photo d'ailleurs. Ça, c'est une photo qui ferait rêver beaucoup d'établissements, mais c'est un rêve qui est plus qu'atteignable. La photo en question, c'est vrai que ça a été la livraison. C'est pas le stock de Phénomie, dit Toby. Ah non, on n'a pas la chance d'en avoir autant dans nos bureaux. En fait, cette photo-là, ça a été une photo prise à la livraison
du projet, en tout cas, d'un projet, d'une association qui est basée en Île-de-France. Cette association, elle est composée de 15 établissements médico-sociaux, adultes et enfants, donc femmes, MAS, CESAD, etc., j'en passe, et qui ont eu comme positionnement stratégique avec la direction, et donc du coup relayé par la chef de projet, de déployer la communication alternative dans chacune des structures. Donc, la chef de projet a donc répondu à l'ordre stratégique de l'association en coopération avec le directeur d'établissement, les directeurs d'établissement et le directeur de l'association, a construit son projet et a proposé le projet sur plusieurs années. Donc, le projet, ça consistait en quoi? Ça consistait à identifier les besoins. Voilà. On a une ou deux structures qui ont déjà tâtonné autour de la CA. On a vu que Pierre, Paul, Jacques, etc. ont fait des progrès exceptionnels et que finalement, c'est accessible à plus de personnes qu'on ne pensait. Que finalement, l'ergothérapeute, l'orthophoniste, psychomote, les auxiliaires de vie ont vu que c'était possible. Donc, du coup, ils ont dit, on va déployer le projet pour tous, pour l'ensemble de nos structures. Mais c'était sans compter que ça avait un certain engagement à prendre sur le plan économique, mais aussi sur le plan organisationnel. Et du coup, ce projet a été rédigé par une chef de projet. Et donc, elle l'a écrit sur plusieurs années, sur 3 ans, en disant, voilà, ça c'est la première phase, on déploie le matériel. On fait la première formation initiation, après on fait l'accompagnement, après on met en place des indicateurs de performance. Alors quand je dis indicateurs de performance, c'est indicateurs de performance par rapport au projet. On n'a plus que 10 minutes pour les questions. Voilà, c'est pas parce que Pierre, Paul ou Jacques n'arrivera pas à parler ou à utiliser l'appareil que c'est un échec. Non, après c'est l'indicateur de performance. Et pour vous donner un exemple, ce projet-là, il a été présenté à l'ARS Île-de-France, qui a soutenu majoritairement en tout cas l'investissement. Un projet à 400 000 euros. Voilà. Ça, c'est un projet parmi tant d'autres. Et tant que je suis dans les projets, les gros projets qui ont eu lieu récemment, sur la période 2018 à 2020, il y a la Croix-Rouge française qui a fait aussi, avec ses établissements médico-sociaux, 45 établissements qui a fait un projet similaire, mais donc de plus grande envergure, un projet à 1 million d'euros. Et ce million d'euros, en fait, ils l'ont trouvé non pas par l'ARS, mais parce que la Croix-Rouge française est une association, mais par une fondation d'entreprise. C'est la fondation FDJ Française des Jeux qui a financé l'intégralité du projet à 1 million d'euros. Et ce qu'a fait la FFDJ, d'autres fondations le font aussi dans d'autres secteurs d'activité, dans l'éducation, etc. Sauf que le handicap est quelque chose entre guillemets de vendable auprès d'une association. Et donc, du coup, ces porteurs de projets, quand ils s'organisent, on va dire, correctement à écrire et à présenter les projets, sont généralement suivis. Voilà. J'ai assez parlé, je crois. On va laisser la place suivante. Donc, en résumé, si l'expression des besoins est bien respectée et que finalement la solution choisie n'est pas indigente et qu'elle vraiment elle rentre dans les fourches communes des dispositifs médicaux, finalement, la logique de coût, il ne faut pas y faire attention, il faut une logique budgétaire. Et si le projet est bien porté, il va rencontrer son financement. D'ailleurs, j'arrête parce qu'il y a d'autres exemples. Et évidemment, je laisse Adam réactiver le son à tout le monde pour que chacun puisse s'exprimer. Je pense qu'il nous reste 8 minutes. Ouais. Il ne faudra pas hésiter à le faire après par les réseaux sociaux ou par mail. Enfin, voilà. Il reste 8 minutes. Maintenant, vous pouvez réactiver votre micro vous-même, si vous le souhaitez, pour poser vos questions. Des questions? Non. Ah, je crois que je vais essayer de parler, mais il y a le son qui est… Je vais activer à tout le monde en même temps. Mais il faut que chacun réactive soi-même son son. Ok. Voilà. Pas de questions, donc. Voilà. Si, alors moi, je suis désolée. Bonjour Cyril. Bonjour Cyril. Moi, forcément, oui. Moi, forcément, je suis hyper intéressée, tu imagines bien. Ouais. Je suis plus sur une énorme structure telle que tu as pu me connaître à l'époque. Je suis maintenant sur une toute petite structure pédiatrique. Et j'ai la chance de travailler là avec une orthophoniste et une psychologue qui utilisent le pod et qui modélisent énormément
Ça fonctionne vraiment assez bien avec certains de nos enfants, mais voilà, le pod classique sur classeur, c'est compliqué à mettre en œuvre. Ça ne suit pas sur les fauteuils, ça ne suit pas sur les tablettes. C'est un peu la chasse au trésor. À chaque fois qu'on veut exprimer un truc à l'enfant, on ne sait jamais où est son matos. Et c'est une vraie frustration pour nous parce qu'on sait que ça fonctionne. Donc c'est vrai que uniformiser la pratique en uniformisant l'outil de communication en lui-même, ça serait vraiment super chouette. Donc voilà. Moi, je t'avais sollicité au début du confinement là, pour faire des essais sur certains patients. Mais c'est vrai que partir sur ce genre de gros projets, parce que nous, la structure va évoluer, ça me paraît vraiment bien. Par contre, moi, là où je suis un peu perdue, c'est sur les nouveaux outils que j'ai pu découvrir sur le site, Snapcore et tout ça. Enfin, pour le coup, ce n'est pas des trucs que je connais hyper bien. Et c'est plutôt vers ça, moi, que j'aurais besoin d'avoir du conseil. Ouais. En fait, là, il faut distinguer deux choses. Hein. À la fois le logiciel, qui est donc le contenu, qui est vraiment qui est une partie du choix dans le dispositif. S'il y a besoin d'un dispositif, et il y a le dispositif lui-même, le hardware, c'est-à-dire la technologie qui va être utilisée. C'est ce dont on parlait aujourd'hui. Mais c'est deux choses qui est souvent fortement influencée par le mode d'accès et les usages. Voilà, donc, moi, j'ai une population qui est assez mixte, en fait, avec des enfants marchands qui pourraient utiliser quelque chose d'assez nomade. Et en même temps, j'ai des enfants polyhandicapés qui sont quand même beaucoup il faudrait la visite adultes et qui auraient besoin du coup d'avoir quelque chose d'un peu plus fixe. Perrine, je pense que là, tu pourrais avoir la visite des hommes de Raphaël, parce qu'il y a comment dire, Camille Aladi qui est dans ton secteur. Perrine est dans les coins de Toulon. Si tu es toujours à Toulon, hein, tu étais à Saint-Salvador. Je suis à Bandol, c'est encore mieux maintenant, je suis à Bandol. À Bandol, voilà. Ben, tu vois, donc c'est… Ouais, pardon, Raphaël. On a la chance d'avoir un conseiller qui est issu d'une belle formation et qui est basé à Aix-en-Provence, donc qui peut venir vous visiter et vous accompagner sur le contenu. Ouais. Volontiers, ouais. Et Pod, c'est assez spécifique. Pour le coup, on est plutôt à la fois, dans une méthode, avant tout une méthode qui a été déployée par une Australienne et qui, suivant les pays, est plus ou moins bien intègre les outils. Parce que c'est extrêmement dépendant des experts qu'il y a dans chaque pays, dans le langage. Il n'y en a qu'une seule en France, par exemple. Et extrêmement dépendant aussi des validations qui sont données par cette Australienne, qui est assez exigeante. Voilà. Mais ça, on fera peut-être le point au moment où j'aurai la visite de l'équipe. Ça ne permet de pas bloquer le peu de temps qui reste pour les autres questions. Oui. Merci en tout cas. Ouais, je t'en prie. Il y a d'autres questions? Moi, j'ai une remarque. Je suis orthophoniste dans un service de soins à l'APF et j'ai fait financer il n'y a pas très longtemps un iPad pour mettre Snapcore First dessus où j'avais assisté à la formation sur Dijon, Paris, je ne sais plus, ou Lyon peut-être. Et donc, c'était très compliqué de faire ce financement parce que l'APF a des centrales d'achat. Et donc l'iPad ne relevait pas de ces centrales d'achat, donc il a fallu que je fasse tout un argumentaire. Et là, je me rends compte que finalement, l'iPad, c'est pas un outil, c'est un outil grand public, c'est pas un dispositif médical. Donc j'aurais même dû faire appel à un dispositif médical et à un projet, mais pas porté par moi, par le chef d'établissement, c'est ça? Je pense que c'est ce qu'on a voulu dire. En réalité, ce qu'il faut, c'est effectivement, vous, en tant que praticienne, vraiment dresser la liste de ce qu'il y a de mieux, ce qui répond mieux à l'indication. Et effectivement, il vaut mieux s'intéresser à des produits qui sont dédiés et remettre au chef d'établissement cette expression des besoins pour qu'il puisse la défendre. Et effectivement, pour bien la défendre, il faut que… lui, en premier, je sais, ce qui se passe, c'est qu'il va mettre en face de combien ça coûte, etc. Combien? Moins de 2 minutes, c'est ouais, combien ça coûte. Mais en face, il faudra aussi le protéger au niveau de ses responsabilités. Et ça risque de le rassurer. Alors, Raphaël, je te laisse intervenir et conclure parce que je crois que j'espère avoir répondu, mais n'hésitez pas par écrit parce qu'on est limité par le logiciel qui nous coupe. Ce n'est pas de notre faute.
Oui, oui, ouais, bah, je te rejoins totalement, Cyril. C'est vrai que dans la logique DM aurait été plus appréciée, mais après, on comprend quand même. Moi, je comprends le comportement de partir sur des outils avec une logique de coût, parce qu'au début, bah, on est tous un peu, on fait attention au coût, on a le sentiment de bien faire les choses, mais en connaissance de cause, avec la réglementation qu'il y a dans les structures médico-sociales ou les centres hospitaliers, plus la transversalité des usages et l'ergonomie des dispositifs, c'est vrai qu'on fait moins d'erreurs à partir sur des appareils dédiés, estampillés dispositifs médicaux. Ouais. Plus facile à découvrir. Je pense qu'on va conclure parce que ça évite d'être coupé brutalement. Oui, je vous remercie en tout cas. Merci Cyril. Merci à tout le monde. À bientôt à la prochaine session. On va essayer de la doubler ou on va voir en tout cas parce que c'était vraiment trop court. À suivre. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.